familiale. Et notre collègue également, professeur docteur Hatem Ben Salam, l'a bien dit que l'islam n'est pas une idéologie à la base. Elle n'est pas du tout une idéologie dans son essence, mais certains mouvements, à travers une certaine caricature simpliste, en font une idéologie. Et alors, on se retrouve plus du tout dans un islam spirituel, universel, qui peut servir de guidance à toute personne dans le monde qui le souhaite, mais beaucoup plus dans une idéologie qui s'imposerait dans des rapports de force et qui entrerait dans le champ politique avec des adversaires, avec des intérêts à suivre, etc. Mais je pense que ces remarques ont déjà été dites par tous les derniers intervenants. Donc, je propose de revenir plus précisément au contexte de l'Europe, notamment de la France et de la Suisse, voire de la Belgique, des contextes qui nous intéressent beaucoup plus. Pour moi, à notre niveau actuellement, il y a deux extrêmes qui se recoupent également. Premier extrême, comme on l'a dit, est d'instrumentaliser l'islam pour le pouvoir, ce qui représente un dévoiement de cette religion et une transformation du din islamique, du din qu'on traduit par religion, mais c'est encore plus vaste comme notion, bien sûr. On pourrait la traduire par mode de vie et vision du monde surtout. On réduit ce din, cette voie islamique, à une idéologie, donc à un système qui serait en compétition avec le capitalisme occidental ou le communisme ou ainsi de suite. Un autre extrême, une autre tendance est de rejeter complètement la dimension politique au sens large de l'islam. Donc ici, en réponse à l'islam politique, certains voudraient enlever tout ce qui est de politique dans l'islam, mais au sens large, c'est-à-dire la dimension sociale, économique, voire aussi écologique. Donc ces deux extrêmes, c'est un peu notre réalité en tant que musulmans européens ou penseurs sur l'islam en Europe également, qui sont tiraillés entre ces deux tendances. Certains groupes qui veulent réduire l'islam à leurs intérêts primaires de pouvoir, de domination, et qui en font plus ou moins subtilement une idéologie, et un autre système qui voudrait complètement séculariser l'islam, ce qui est un dévoiement de son sens, parce que l'islam a quelque chose à amener à l'humanité en termes politiques au sens large, c'est-à-dire en termes écologiques, en termes sociaux, en termes économiques. L'islam a par exemple, un mot à dire sur les inégalités sociales, sur la consommation, sur notre mode de vie. Et tout cela, d'une certaine façon, fait partie de l'islam politique, mais n'a rien à voir, enfin, fait partie de la dimension politique de l'islam, mais n'a rien à voir avec ce qu'on entend par islam politique ou islamisme. Donc, on est dans une certaine complexité qui force à redéfinir ce qu'on veut dire. Mais aujourd'hui, on a l'exemple des frères musulmans qui a été le plus flagrant dans le contexte francophone européen, en tout cas, voire même anglophone, où on a vu depuis quelques décennies une manifestation de ce qu'on appelle l'islamisme en Europe avec une grande série d'échecs, je pense qu'on peut dire, et c'est très important, mais pas forcément bien vu, de réfléchir sur les causes, les raisons et les motifs de cet échec, qu'on soit d'accord ou pas. Et je pense que un des pièges fondamentaux dans lesquels sont tombées les organisations dites islamistes sont d'instrumentaliser l'islam pour le pouvoir tout d'abord. Ici, il faut ajouter que la fin ne justifie pas les moyens en islam et ce principe fondamental a été transgressé. Donc, au nom de l'islam, on a fait le contraire du fondement même de l'islam parfois, dans certains groupes et dans certains mouvements, ce qui a contribué aussi, à mon avis, à augmenter l'islamophobie en Europe, qui est bien sûr pour une partie complètement tributaire de personnes qui ont un problème avec l'islam au fond d'elles-mêmes, sans cause compréhensible, mais également de mauvais comportements de soi-disant leaders de la communauté qui ont mis de l'huile sur le feu finalement, sans aucun apport positif. Ici, on peut dire qu'on est, dans ces organisations, arrivé à un islam beaucoup plus identitaire que spirituel, ou un islam beaucoup plus identitaire qu'universel. Un islam simplifié à outrance, une théologie vide, un islam qui est réduit à une idéologie de nous contre les autres, ou de eux contre
des musulmans et de l'Occident. Un islam qui est complètement dévoyé de sa dimension de guide et de sa dimension universelle et bienveillante par rapport aux sociétés humaines générales. Mais un problème principal, quand on regarde un stade beaucoup plus empirique, donc pour revenir un peu aux réalités locales qu'on peut retrouver dans chaque ville en Europe, on voit qu'il y a un très grand manque de spiritualité, un manque d'éducation spirituelle qui, quand on connaît le musulman, est particulièrement flagrant en Europe. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons ici. Un exemple concret est que déjà, on trouve dans beaucoup de sociétés musulmanes traditionnelles autour du monde une prépondérance de la dimension spirituelle dans l'islam. Donc, la spiritualité ou le dépassement de l'ego ou l'embellissement éthique de l'être humain est considéré comme des objectifs centraux dans toutes les sociétés musulmanes traditionnelles autour du monde, que ce soit au Cap en Afrique du Sud, en Indonésie, ou dans le désert algérien, ou dans la campagne turque, où les personnes vont à la mosquée pour prier, puis après la prière se recueillent dans des oraisons, des dhikrs, des litanies, pour essayer d'atteindre un niveau spirituel supérieur. Cela soutient non seulement le besoin d'une éducation pour comprendre les objectifs maqasid de l'islam, mais aussi une pratique spirituelle qui n'est pas une rhétorique politique, qui n'est pas un discours idéologique, mais qui est une pratique orientée vers la prière, la spiritualité, la réflexion et l'autocritique, plutôt que considérer le monde extérieur comme le responsable de ces problèmes. Malheureusement, en Europe, rares sont les mosquées qui présentent cet exercice spirituel et on en vient très souvent à réduire la prière au minimum et à surinvestir les débats d'ordre politique parlant des méfaits d'islamophobie ou d'autres barrières ou problématiques touchant le quotidien des musulmans, qui sont de vrais problèmes, mais qui ne devraient aucunement nuire à l'exercice spirituel qui est à la base de l'islam. À mon avis, c'est un premier problème fondamental ici. Un autre problème est que Alors, 2 petites minutes, professeur. Hein? Oui, 2 petites minutes, s'il vous plaît. j'en viens à mes derniers points. À cette époque de grande crise et de changement, on a vu ce qui s'est passé avec le Covid, non seulement au niveau sanitaire, mais aussi au niveau social, politique, éducatif dans beaucoup de pays du monde, avec une augmentation de la pauvreté, une difficulté pour les enfants dans beaucoup de pays d'avoir accès à une éducation primaire. On voit qu'il y a des challenges énormes pour l'humanité et ici, il est important que l'islam aussi assume sa mission de guidance, assume son côté d'enseignement pour le bien de l'humanité et de la société. Et malheureusement, on a vu très peu de penseurs musulmans, très peu d'experts musulmans prendre parole publiquement, politiquement, pour le bien commun, pour proposer des solutions. Non pas rester dans le cloisonnement communautaire, mais plutôt s'ouvrir sur la société pour apporter des véritables pistes d'amélioration de la société et de lutte contre les problèmes sociaux. Et ici, on est dans la dimension politique sociale de l'islam, mais au vrai sens du terme, on ne voit pas cela. On voit au contraire un islam politique dans certaines organisations qui est une caricature car elle est seulement restreinte aux aspects idéologiques et aux aspects d'opposition comme un parti qui voudrait être en compétition contre un autre parti. On est à ce niveau-là, bien souvent, beaucoup plus qu'à la participation globale aux sociétés. J'en viens pour conclure en parlant de l'avenir des musulmans d'Europe. J'en viens à répéter ce que notre professeur Khaled Benchir a dit. On a une très forte incompétence au niveau des aspects théologiques dans les communautés musulmanes en Europe actuellement. Au-delà de l'islam politique, beaucoup de problèmes sont là. On sent déjà un déclin de la foi et de la pratique, mais pas d'islam solide sans pratique spirituelle, ni sans pratiques culturelles qui sont au cœur de l'islam, sinon on ne peut plus parler d'islam en tant que tel. Mais aussi, on remarque qu'il y a des divisions ethniques et idéologiques très importantes dans nos mosquées, encore à cette époque. Donc, tant en Suisse qu'en France, mais encore plus en Suisse,
il est très difficile d'aller dans une mosquée musulmane, si vous me pardonnez l'expression. On va aller dans une mosquée salafiste, une mosquée des frères musulmans, une mosquée ahbash, et ainsi de suite. Et ici, où trouver une vraie mosquée pour aller prier quotidiennement, pour aller se recueillir spirituellement et pour étudier l'islam correctement. Cela est d'une grande banalité, mais est un besoin récurrent et primordial pour sortir des tensions sectaires, des oppositions entre mouvements et surtout du dévoiement de l'islam vers une idéologie qui n'a plus grand-chose à voir avec le message des origines. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr Baptiste Brodeur. Merci infiniment pour vos éclairages. Alors, vous revenez sur des points fondamentaux, la question centrale de la spiritualité évoquée par nos précédents et honorables intervenants, qui doit être opérative tout le temps, et qui doit être une des finalités suprêmes de la religion. Toute la problématique, et vous avez relevé aussi la problématique des structures, le manque des structures pour pouvoir pratiquer sa foi de la manière la plus paisible et la plus pacifique possible avec soi-même et avec les autres, dans nos sociétés, notamment la société suisse. Vous avez pris cet exemple qui est assez flagrant parce que la Suisse est connue de manière générale pour le pluralisme religieux. On en dénombre quand même des centaines de sensibilités religieuses présentes dans un pays qui lui-même pluriel et assez bien coloré depuis plusieurs siècles. Cette question de la spiritualité, permettez professeur, nous pousse aussi à poser la problématique de manière européenne, vu que la Suisse, la France, la Belgique, peut-être tout à l'heure, un peu plus tard, avec professeur Mohamed Farhat et docteur Dolly Sarraf, qu'on salue, on aura aussi une autre vision de par l'autre bout de la Méditerranée, le monde du Proche-Orient. Professeur Emmanuel Dupuis, bienvenue à vous. Marhaban, vous êtes professeur à l'Institut, directeur de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, et la question de l'islam est posée. Vous travaillez sur la question de l'islam, de l'islamisation. Vous regardez ces phénomènes de manière d'ailleurs multiforme, plurielle dans les études, les analyses que vous menez. Vous avez un regard peut-être européen qui doit certainement être différent d'un regard national, de la Suisse par exemple ou de la France particulièrement. Alors, quelle serait la problématique où vont les citoyens, parce qu'il faudrait aussi parler de cette notion de citoyenneté des musulmans totalement intégrés dans leur société occidentale européenne, où vont ces citoyens musulmans, quel serait leur devenir et quels sont les symptômes, les capteurs, selon vous, de cette opposition ou cette dichotomie entre islamisation violente, islamisme violent, j'ose dire, avec ces manifestations ici et là, même si elles sont minoritaires dans les statistiques, et cette politisation dont avait évoqué professeur Hatem Ben Salem, politisation qui est le cœur aussi de l'action concernant les minorités religieuses, voire les majorités religieuses présentes en Europe et notamment en France. À vous la parole. Alors, est-ce que... Ah oui, voilà. Hop. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je précise, je suis pas un spécialiste de l'islam, je suis un géopolitologue. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, moi, je n'aurais pas la prétention de parler très doctement et de manière parfaitement convaincante, comme l'ont fait mes prédécesseurs. Moi, mon propos, c'est de dire en quoi cela impacte la géopolitique et en quoi cela impacte notre regard, nous, Européens, mais après tout, vous m'invitez à focaliser sur la France, donc je vais focaliser d'abord sur la France, et évidemment en mettant en avant ce que la France ne fait pas ou ce qu'elle devrait faire ou comment elle pourrait engager ce dialogue avec l'islam. Encore une fois, je ne vois pas vraiment en quoi nous devrions ou nous pourrions résumer des relations diplomatiques qui, par nature, sont bilatérales, régionales, à travers une organisation et une réalité démographique, une réalité géopolitique qui, bien évidemment, prend beaucoup
de contours. Mon premier propos, c'est évidemment de rappeler ce que, d'évidence, nous sommes tous en train de dire avec d'autres, avec des mots particulièrement différents selon nos appétences et selon nos backgrounds académiques, c'est évidemment le fait qu'à l'islamisme répond brutalement, tel un miroir, l'islamophobie. Et ça, c'est évidemment le plus grand danger qui nous frappe. Je le dis parce qu'en France, nous sommes dans cette logique. Pas plus tard qu'aujourd'hui, un responsable politique a parlé, je cite, d'épuration ethnique. Et d'ailleurs, un autre élu, en l'occurrence le président du groupe parlementaire auquel il appartient, évidemment, Damien Abad, s'est évidemment révulsé contre cela. Nous sommes dans une situation où il y a maintenant des listes. D'ailleurs, notre ami François Burgat en a malheureusement fait les frais, qui définissent l'appartenance à un complot, un bloc musulman. Hein, c'est pas moi qui le dis, mais le parlementaire en question. Je peux me permettre, et nous pouvons en parler, puisqu'un autre député a engagé l'article 40 du Code de procédure pénale, évidemment, en évoquant la gravité du propos. Donc, je pense que c'est particulièrement important de tenir compte du fait que nous sommes dans une situation assez polarisée, dramatiquement polarisée, et qu'il faut revenir à la raison. Et je crois que nous le disons différemment, mais nous devons mieux comprendre ce dont nous parlons. Et de ce point de vue, je vais essayer, à travers l'histoire et à travers peut-être la prospective, vous expliquer en quoi la France n'a pas forcément utilisé à bon escient la grande fécondité qu'est la sienne avec un certain nombre de pays musulmans, et ce depuis 5 siècles. On pourrait peut-être remonter un petit peu plus loin. Donc je crois que ça, c'est le premier élément que je voulais évoquer avec vous, en disant qu'il faut évidemment tout faire, et je crois qu'on y contribue, vous y contribuez à travers votre action, et je salue l'action courageuse d'Abdel Jalil et la vôtre, Boumedienne, à éviter cette aggravation des fractures. Les sociétés sont de plus en plus polarisées, car nous ne parlons pas forcément de la même chose, et à force de mettre des ismes partout, on en oublie le fondamental, la dimension fondamentale de savoir ce dont nous parlons, à savoir l'islam et ses différentes interprétations. Alors, la première chose étant dite, je crois qu'il faut effectivement peut-être prendre un point de vue un petit peu plus global. Ce qui est une réalité en France est étonnamment pas une réalité en Allemagne. Il suffit de voir la manière dont le corpus politique, les débats idéologiques à l'occasion des élections législatives n'ont absolument pas polarisé sur cette question. Et pourtant, l'Allemagne accueille 2 millions de migrants, dont beaucoup issus de pays de l'espace, comme l'on le dit un peu pompeusement, arabo-musulman. Donc, il n'y a pas de fatalité à ce que l'islam, la théorie du grand remplacement, tout ce que l'on entend en France, tout ce qui se colporte dans les médias, colporte et porté par les médias, soit au cœur du débat politique. D'ailleurs, j'aime à citer cette phrase, et je crois que je vais vous la citer de nouveau, du président allemand Frédéric Frank-Walter Steinmeier, qui rappelle que ce qui fait la force et le dynamisme allemand, c'est justement que c'est un pays issu de l'immigration, et il rajoute des migrations, et ce depuis 3 siècles. Je crois que ce qui est vrai en Allemagne devrait l'être également en France, et c'est en ça que peut-être nous avons manqué ou peut-être mal interprété. D'ailleurs, on y met des mots un petit peu différents. Jean-Luc Mélenchon appelle cela la créolisation, d'autres responsables politiques appellent cela plus, je crois, proche de la réalité académique, l'assimilation, bref, la polarisation ou la fécondisation, comme je disais, l'enrichissement, le rapport d'autrui ou l'apport d'autrui est, je crois, un élément structurant de notre débat. Et c'est particulièrement perturbant parce que la France, comme beaucoup d'autres pays, aurait pu être moteur ou pourrait être moteur. Premièrement, parce que ça fait maintenant 300 ans que la première chaire d'arabe a été ouverte au Collège de France. Il faut sans cesse le rappeler. Cela fait 3 siècles que Louis XV a engagé des relations diplomatiques avec l'empereur de Perse, Shah Hussein Mirza, moi-même travaillant sur la relation franco-iranienne. Je crois que c'est aussi un élément important. N'oublions pas non plus que François Ier, quand il s'est agi de trouver des partenaires contre sa lutte qu'il avait amené en prison à Trévise en 1526, s'est tourné vers Soliman le Magnifique. Donc il y a eu un partenariat stratégique de part et d'autre de la Méditerranée. Il faut aussi le rappeler. Je pourrais aussi rajouter l'exemple de la première institutionnalisation, ce n'est pas un gros mot, ou de laïcisation non plus de l'islam de France, l'aide de l'expédition égyptienne avec le divan napoléonien. Il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, par rapport à cette
ce rappel historique. Mais là n'est pas mon propos. Mon propos est de dire que finalement, et si vous m'autorisez cela, monsieur le modérateur, je vais tourner le sujet à mon avantage. J'étais un petit peu mal à l'aise par rapport au sujet. L'islam politique met-il en péril l'avenir des musulmans d'Europe? Moi, j'ai tourné le sujet en géopolitologue autrement. L'incompréhension de l'islam comme fait politique ou comme fait géopolitique, ou comme fait politique comme réalité géopolitique, met-il en péril notre politique étrangère? La politique étrangère de mon pays et singulièrement la manière dont l'Europe devrait avoir une vision commune, convergente. Elle n'en a pas sur beaucoup de sujets, mais peut-être qu'elle devrait en avoir une en particulier sur celui-là, car il s'agit de notre voisinage, il s'agit de notre voisinage extérieur, la proximité de nos côtes et de notre proximité géographique, mais aussi notre profondeur historique, avec une dimension qui est donc à la fois, qui nécessite un dialogue extra-national, mais aussi de prendre en compte le fait que les sociétés dans lesquelles nous vivons sont profondément multiculturelles et évidemment non plus religieuses, mais multi-religieuses ou polyreligieuses. Et je crois que c'est un élément que l'on oublie un peu, peut-être plus particulièrement dans des pays où constitutionnellement la laïcité est un pivot ou en tout cas un identifiant. Ensuite, il y a le deuxième élément, mais je crois que mon collègue Baptiste Brodard l'a évoqué, entre finalement un dialogue intellectuel, académique profond et existant, mais qui d'une certaine façon n'a concerné que l'académisme, je l'ai dit, le Collège de France, l'enseignement de l'arabe qui s'est multiplié dans les écoles, mobilisant un certain nombre d'énergies nouvelles, de connaissances que beaucoup de jeunes, en tout cas de ma génération, n'avaient pas. Et je crois qu'il faut s'en féliciter avec le défi de la massification, de la généralisation, pour ne pas dire la vulgarisation au sens propre du terme et non pas au sens péjoratif du terme. En quoi la compatibilité entre une religion qui n'est pas spécifiquement d'origine fait partie aussi de notre identité nationale, au même titre que notre identité par nature, de naissance, certains appellent ça le droit du sol, ou les droits acquis, mais encore une fois, ce serait peut-être ouvrir un débat qui, je crois, n'est pas tout à fait au cœur de notre réflexion. Donc, deuxième élément que je voulais mettre en avant, c'est effectivement le fait qu'il y a eu des tentatives d'essayer d'harmoniser, de trouver le juste équilibre entre le croire et le savoir. Je crois que ça a été parfaitement résumé par toutes les interventions précédentes. Le Coran est à la fois un livre religieux, mais en même temps une constitution, ou en même temps un livre de société, ou permettant de vivre ensemble, ce qui évidemment n'est pas le cas d'autres livres, en tout cas des deux autres religions monothéistes et donc révélées. Mais je crois que c'est important aussi d'appuyer là où ça blesse, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas forcément la religion que partagent maintenant 10% de la population française, et je crois que nous devrions là-dessus faire œuvre commune et salutaire de rattraper le temps perdu, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer dans mes différents points précédents. Par nature et par obligation de temps, je voudrais focaliser finalement, ayant dit cela, en mettant en avant la très grande polarisation dans nos sociétés et le danger que cela peut occasionner sur la sécurité d'une partie des citoyens français, premièrement. Deuxièmement, le fait que ce qui est vrai en France n'est pas forcément vrai chez beaucoup de nos partenaires. D'autres tentatives de dialogue entre l'islam et les pays d'accueil, je pense notamment l'Italie que je connais bien, sont peut-être plus efficients parce qu'ils ont été faits de manière peut-être plus intelligente, peut-être moins centralisée aussi. C'est aussi une vertu un peu incestueuse de la part venant de notre système politique issu donc, de cette verticalité héritière de la Constitution de 1958. Ayant dit cela, parlons maintenant géopolitique, en disant comment fait-on pour réinventer ou retrouver la geste de ce qu'a fait la grande politique étrangère de la France, celle qui, après le général de Gaulle, à partir des années 73-74, souvenons-vous, le nom de ministres qui ont incarné cette politique et qui, je crois, sont collectivement ou communément reconnus pour la très profonde capacité de dialogue entre les deux rives. Je pense évidemment au ministre Jaubert, entre 1973 et 1974, le premier inventeur de la politique arabe de la France. Je ne pourrais pas faire une liste à l'après-vert, mais pour en remonter au moins jusqu'à Dominique de Villepin,
avec l'acte de défiance absolue, disant qu'il n'allait pas forcément soutenir un interventionnisme anglo-saxon transatlantique qui n'avait pas grand-chose à voir avec la manière un peu focalisante de la manière dont les Américains percevaient donc les dangers ou les insécurités dans l'espace arabo-musulman. Ils appelaient ça le Grand Moyen-Orient, mettant dans le même panier des populations allant de Casablanca jusqu'à Karachi sans faire de distinguo. Je crois que nous avons raison, ou nous avons eu raison, et nous avons encore raison de dire que la politique étrangère nécessite un peu plus de tricotage et un peu plus de connaissance des réalités nationales ou de la manière dont chaque pays s'est construit au-delà ou à côté de l'appartenance à une religion en partage. Le premier élément, et j'en aurai que quatre très rapidement que je voudrais évoquer, c'est évidemment peut-être s'appuyer sur la manière dont l'Europe s'est constituée. L'Europe s'est constituée de manière institutionnelle autour d'un projet de fédéralisme économique nécessitant, nécessité faisant foi, évidemment, avec le partage des richesses que nous avions en commun et qui pourtant avaient été la cause de la montée en puissance des nationalismes entre la fin du 19e et la moitié du 20e siècle, le charbon et l'acier. Pourquoi ne pas envisager la méthodologie européenne qui a consisté à créer, à travers une conférence, la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, CIS à Helsinki en 1975, qui ensuite a donné naissance à une organisation qui existe, de plein exercice, l'Organisation de la sécurité et la coopération en Europe depuis 1995, à travers une charte, ce qu'on appelle les mesures de confiance. En gros, la transposition d'une architecture de sécurité et de confiance entre pays qui détermine une charte, 10 valeurs, 10 mesures constantes. J'ose dire que nous sommes peut-être à l'aune, parce que l'agenda nous le permet, parce que la réalité où les digues, les ponts ayant été posés, mais pas encore totalement confirmés, entre les deux rives ont été posés. Je rappelle le processus de Barcelone en 1995, le 5+5 en 2004, l'Union pour la Méditerranée en 2008. Bref, on n'est pas allé jusqu'au bout. Pourquoi ne pas envisager la création d'une organisation pour la sécurité collective méditerranéenne qui, je crois, là, confirmera précisément qu'au-delà des deux rives, il y a des communalités communes, ne serait-ce que les 10 millions de musulmans qui vivent en France et qui sont évidemment des citoyens de plein exercice. J'insiste sur le propos. Premier élément. Deuxième élément, tenir compte du fait que, par exemple, un certain nombre de pays ont des très fortes minorités musulmanes, des pays sont quasi exclusivement musulmans, ce qui fait que nous devrions aussi pouvoir prétendre, comme l'ont fait les États-Unis, à un siège d'observateur. Nous y travaillons avec un autre de mes chercheurs que je cite, Kader Abderrahim, directeur des études de l'IPSE, à ce que, comme les États-Unis l'ont fait, la France puisse éventuellement solliciter un siège de membre observateur de l'Organisation de coopération islamique, ce qui permettrait évidemment d'avoir une voix au chapitre, ou en tout cas de mieux connaître la manière dont diplomatiquement les pays, donc encore une fois, qui ont en partage la religion musulmane, pas forcément tous majoritairement, mais avec une existence réelle, peuvent concourir donc de cette participation sur le débat politique. Le deuxième élément que je voulais mettre en avant, c'est évidemment rappeler que l'Europe, plus que d'autres, parce qu'avec la déclaration de Venise en juin 1980, s'est profondément marquée et mobilisée sur cette question du dialogue avec l'autre rive ou avec les deux autres rives, la rive méridionale et la rive orientale. Peut-être le rappeler que nous avons plus que d'autres, je ne minore pas le discours qu'a prononcé le président Obama en juin 2009, le fameux discours du Caire de, je cite, renaissance ou de renouveau du dialogue avec l'islam. Je crois que les Européens ont là, sans doute, parce que le momentum, comme diraient les anglo-saxons, est le bon, le sommet de la francophonie de Djerba, qui montre à quel point la francophonie est aussi un élément concomitant avec nonobstant l'appartenance religieuse des pays qui la composent, le sommet France-Afrique qui a lieu aujourd'hui et demain à Montpellier, ou le sommet des deux rives
appelé à se tenir de nouveau à Marseille d'ici la fin de l'année. Tout cela en mettant en avant le fait que la manière dont nous pensons notre diplomatie à travers un espace sociétal, politique, économique, l'espace méditerranéen, donc les 25 pays limitrophes riverains de la Méditerranée, les 225 millions d'habitants peuvent aussi se rajouter à une autre façon de concevoir notre relation diplomatique en tenant compte du fait que nous avons, par les 14 pays qui ont acquis leur indépendance en 1960, précisément sur le continent africain, à travers l'histoire qui est la nôtre, et au Machrek et au Maghreb, à travers les accords Sykes-Picot en 1916, à travers le traité de Sèvres en 2020 et celui de Lausanne en 2023, une relation particulière avec deux autres pays qui sont et qui participent aussi à ce dialogue fécond entre les deux rives de nouveau et entre vis-à-vis de pays qui, évidemment, pour lesquels la religion a eu un impact géopolitique. Je veux évidemment parler du Liban et de la Syrie. Bref, considérer qu'il y a cette polarisation qui d'ailleurs s'appuie également sur la temporalité de la colocalisation dont on semble redécouvrir les vertus à l'aune de la crise de l'éloignement occasionnée par la pandémie pour essayer effectivement de trouver la manière la plus optimale de travailler ensemble, donc l'économie rejoignant finalement le fait sociétal. Et puis le dernier point, et j'en arrêterai là, le contexte international qui évidemment fait que la question de la focalisation de l'islam comme un facteur de dislocation du système international est en train de disparaître. Il est en train de disparaître et j'en veux pour preuve un certain nombre d'agendas. Premièrement, l'accord d'Abraham, dont je crois l'objectif est qu'il s'élargisse. Le ministre des Affaires étrangères, futur Premier ministre israélien, Yair Lapid, a dit qu'il était à l'aune de nouveaux États qui semblent vouloir normaliser leurs relations avec Israël. Je serais bien incapable, même si j'ai une petite idée, de vous confirmer s'il s'agit bien de l'Arabie saoudite. Deuxième élément, comme je l'ai évoqué, le président Barack Obama, en prononçant son discours « A New Beginning » le 4 juin 2009, et son successeur, Donald Trump, en utilisant peut-être une conflictualité plus ferme, mais en se rendant néanmoins en Arabie saoudite comme son premier voyage en mai 2016, inaugure, je crois, un cycle qui est en train de faire en sorte que, avec un certain nombre de pays, donc islamiques, nous avons sans doute beaucoup plus de convergence diplomatique que nous n'en avions durant la décennie précédente. Et je crois qu'il faut s'en réjouir et peut-être y travailler davantage pour créer de la convergence et de la synergie. Et donc j'en viens de nouveau, tel à me désoler du fait que la France devrait participer à cet effort. Des décisions, je dirais, le plus diplomatiquement possible et le plus illustrativement possible nous éloignent de cette réalité. Je veux bien évidemment parler de la qui consiste à diminuer par 2 le nombre de visas avec nos partenaires les plus essentiels, que sont le Maroc et l'Algérie, par 3 avec la Tunisie, même si, évidemment, le taux d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas exécuté de manière convergente. Mais après tout, ce que Nicolas Sarkozy avait tenté de faire en 2005 a été un tel fiasco que je ne comprends vraiment pas, et pourtant, j'ai tourné ça dans tous les sens, la réalité, la légitimité, en tout cas l'opportunité, si ce n'est de tenir compte d'un agenda politique, le futur référendum sur la migration que propose Marine Le Pen étant un des éléments, je n'arrive pas à comprendre cela. De même que nous devrions être peut-être moins frileux sur la dénonciation de situations, j'en discutais avec mon ami et collègue Atem Ben Salem en Tunisie, qui, je crois, remettent en cause le sacro-saint principe de la légitimité constitutionnelle de celle de 2014, bien évidemment, et que parfois, à force de ne rien dire, eh ben, on en vient à cautionner l'inacceptable, ou du moins le principe de la non-ingérence ou de le principe de la non-ingérence et de l'indifférence nous a montré sur le cas algérien précédemment, depuis le lancement du mouvement du Irak, et de nouveau avec l'absence de réelle prise en compte donc, ou de perception donc, du caractère constitutionnel, me semble-t-il, ou exagérément constitutionnel
ou la dérive constitutionnelle de l'article 80 de la Constitution tunisienne. Je pourrais continuer ainsi sur plusieurs autres dossiers, mais par souci de rationalité, je ne le ferai pas. Mais évidemment, j'ai bien en tête le fiasco absolu de la position française vis-à-vis de dossiers qu'elle aurait dû maîtriser. C'est le cas du Liban, c'est le cas de la Libye. Je crois que la Syrie est plus complexe et d'une certaine façon, pardonnez ma candeur et mes naïvetés, je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous n'avons pas fait ce choix, nous singularisant de nos amis américains qui, de nouveau, comme en 2004 avec George Bush Jr., sont rentrés avec, si vous m'autorisez de nouveau l'expression, leur gros sabot, sans faire du tricotage ou du maillage, alors que nous avions cette capacité, et je crois que nous avions peut-être, c'est la seule fois que vous m'entendrez défendre l'action du président Macron, une approche nouvelle qui aurait pu évidemment être moins singularisée par l'idéologie, tel que ça a été évoqué par Hatem Ben Salem et mes prédécesseurs. Voilà, pour Médiane, ce que je voulais vous dire. Merci infiniment, Emmanuel Dupuy. Alors, peut-être une question en direct avant de passer la parole. Professeur Mohamed Farhat et docteur Amamri, docteur Doli Sarraf, comment expliquer, alors, vu au regard tout ce que vous aviez partagé avec nous, cette lecture mosaïque et géostratégique notamment de la France vis-à-vis de la question de l'islam et de la question du monde arabo-musulman, si on peut le nommer ainsi. Comment expliquer aujourd'hui cette zémorisation virulente qui gagne du terrain de manière exponentielle dans un laps de temps extrêmement court et que, notamment, les médias, qu'on le veuille ou pas, nous disent que ce phénomène reflète quelque part une certaine adhésion des Français. On fait parler souvent les Français par le biais des statistiques, malheureusement, et des sondages. Tout le temps, on dit c'est les Français. Les Français expriment cela, les Français expriment telle ou telle situation. Alors, comment expliquer qu'il y a un regain alors que si vous voulez, en même temps, j'utilise la même expression que Macron, on a l'impression, au vu et au regard de tout ce que vous éclairez dans vos propos, que quelque part, les experts ne sont pas écoutés aujourd'hui par le gouvernement actuel ou par, en tout cas, la stratégie, les affaires étrangères, etc. Comment expliquer ce paradoxe alors que moult positions, moult interventions, moult rapports expriment qu'il y a une nécessité, qu'on a raté, qu'on l'avait bien exprimé, on a raté le coach, on a raté le train de cette grande opportunité pour la Méditerranée, la réunion de la Méditerranée, initiée par Sarkozy. Comment expliquer tout cela alors qu'on est au début d'une présidentielle qui s'annonce déjà extrêmement virulente? Ce serait bien prétentieux pour moi de répondre à toutes ces questions qui sont toutes d'excellentes questions. Enfin, j'ai au moins 4 points qui permettraient peut-être d'éclairer la question. Premièrement, le fait que depuis maintenant une dizaine d'années, et je crois que c'est un legs américain, un mauvais legs américain, le fait minoritaire s'exprime comme une certaine façon, par dérivation, remplace la majorité silencieuse. Ceux qui parlent plus fort, ceux qui sont plus expressifs, ceux qui sont plus visuellement expressifs ont la parole pour la communauté, et je crois que c'est honnête de dire, comme je crois, je l'interprète avec ce qu'a dit Khaled Bencher, qu'il y a là pour le coup une responsabilité du leadership musulman de ne pas s'exprimer plus ouvertement, plus vertement, et en laissant la parole à certaines personnes qui ne sont pas forcément adaptées, pas forcément légitimes, ou du moins qui ont des propos absolument pas apaisants, absolument pas fédérateurs, mais plutôt polarisants ou discriminants. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est, vous l'avez dit vous-même, la zémorisation de la société n'est pas forcément une réalité réelle, si vous m'autorisez l'expression. C'est une réalité envisagée. Pour l'instant, on ne sait pas si vraiment les Français voteront pour quelque chose qu'ils estiment s'exprimer de manière très, très vague à travers, encore une fois, une mauvaise connaissance de l'autre, un travail des élus qui n'a pas été fait,
des mots qui sortent, ghettoisation, je l'ai dit tout à l'heure avec l'accusation d'un, je reprends le mot pour être le plus exact possible, le mot qui avait été employé par, voilà, que j'ai oublié le terme, enfin, l'épuration ethnique, la notion de bloc. Bref, je pense que nous sommes aussi responsables, nous universitaires, de ne pas suffisamment dire quelle est la réalité ou quelle est la quintessence, l'état de l'art, comme beaucoup d'entre nous le disons à nos étudiants. Je crois que c'est une responsabilité que nous partageons ici même, et nous y sommes aussi responsables. Mais alors, en même temps, vous l'avez dit, le fait minoritaire s'exprimant, les chaînes d'information, notamment les chaînes d'information continue, se nourrissent de ceux qui parlent mieux, de ceux qui parlent plus, et de ceux qui parlent davantage, ou de ceux qui parlent plus souvent plutôt que davantage. Et je crois que là aussi, c'est un système qui est un système schizophrène autant qu'incestueux, dans lequel toutes nos sociétés, malheureusement, sont engagées, plus précisément sur le continent européen. Le troisième élément, c'est bien évidemment le fait que, à force de ne pas être exigeant sur les fondamentaux universels que sont la démocratie, l'état de droit, la lutte contre la gabegie, la lutte contre le népotisme ou l'inacceptable, ou plutôt la nécessaire remise en cause du népotisme, ou tout simplement la lutte absolue, farouche, déterminée contre la corruption, fait que nous nous sommes un peu endormis sur nos fondamentaux et nous avons laissé filer un certain nombre de choses qui sont inacceptables pour les sociétés de ceux qui les vivent. Je pense notamment aux Tunisiens, aux braves Tunisiens qui, il y a 10 ans de cela, ont dit non, se sont révoltés. Et Hatem est beaucoup mieux placé que quiconque ici pour en parler. Évidemment, nos frères égyptiens, syriens et libyens également. Et je crois que nous avons, nous aussi, nourri une bête, ou plutôt des monstres qui, in fine, tels des hydres, sont en train de renaître de leurs cendres. Et je ne focaliserai sur personne en particulier, mais pour dire que, à force, évidemment, de ne pas être du côté des peuples, de ne pas être du côté de ceux qui veulent changer, de ceux qui veulent l'alternance, de ceux qui se révulsent du fait qu'à force de triturer les constitutions sur la rive sud de la Méditerranée, que ces critiques ne soient évidemment pas acceptées ou ne soient pas prises en compte sur la rive nord est inacceptable pour les sociétés. Et c'est, je crois, le fondement du bashing, si vous m'autorisez l'expression, anti-français qu'on le trouve. Je prends un exemple qui est évidemment le plus caractéristique, mais pourtant le plus vrai possible. Le Sénégal fut notre partenaire le plus solide depuis la fin de la colonisation, avec des chefs d'État et de gouvernement qui ont tous été les amis de la France. Et pourtant, c'est au Sénégal qu'on trouve le plus de jeunes, entre 18 et 24 ans, qui se révulsent de la manière dont la France soutient ce qu'ils considèrent une classe corrompue, kleptomane et plus légitime. Ce qui est vrai au Sénégal est aussi vrai en Guinée, et ce qui est vrai au Guinée est vrai au Mali, c'est encore plus grave au Mali, car nous y avons en même temps des troupes. Donc, tout ça polarisé, tout ça mis ensemble, fait que, évidemment, comme je n'ai cessé de tenter de le faire depuis le début de mon intervention, nous avons loupé des étapes. Ça ne veut pas dire que c'est immédiat, mais nous avons loupé ces étapes. Et je dis que là où c'est dramatique, c'est que nous ne nous rendions pas compte qu'il faille maintenant faire notre mea culpa et revenir un petit peu à ces fondamentaux. C'est là où notre responsabilité est forte et c'est là où j'espère nous pourrons peut-être changer les lignes. En tout cas, une élection présidentielle est faite pour cela. Moi-même, j'y contribue modestement en redéfinissant ce qui serait une politique mutuellement bénéfique de part et d'autre des rives de la Méditerranée. Merci infiniment, professeur. Alors, très rapidement, je rappelle qu'il nous reste 10 minutes. Je passe la parole au professeur Mohamed Farhat, professeur de l'Université de Jérusalem, sociologue de formation et président de l'association arabe internationale de la sociologie. À vous la parole. Je traduirai bien sûr, alors s'il prend la parole en arabe, je traduirai, j'essaierai de traduire et de résumer très rapidement avant de passer in fine la parole à Dr Sarraf. سيد محمد فرحات، مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كلمة وجيزة، جزاكم الله عنا كل خير مداخلة حول هذا الموضوع، موضوع توجهات الإسلام والمسلمين في أوروبا أو في العالم وفي العالم العربي خاصة
تحت ما يسمى بالإسلام أو بالسياسة الإسلاموية، السياسة الإسلاموية التي الآن تخص خاصة هي متبلورة في ميدان السياسي في أوروبا. مساء الخير لحضرتك وللضيوف الكرام، وشكرا لمنظمي هذه الندوة. مساء الخير. اللحظة بتخلي يخطر بالبال قول منسوب لشارل دي جول، يقول أو ينصح الفرنسيين والأوروبيين بالذهاب إلى الشرق المعقد بأفكار بسيطة. ويبدو أن نصيحة دي جول تصلح للغربيين وتصلح أيضا لغير الغربيين، لأننا بإزاء ظاهرة معقدة ومتعبة أيضا في نفس الوقت تحت مسمى الحركات السياسية الإسلامية. كرمال خاطر الوقت الضيق اللي حضرتك حددته لنا، أنا سأقتصر على فكرة أو فكرتين بسيطتين تتعلقان بالموضوع. الفكرة الأولى، هناك خطأ منهجي شائع أشار إليه الأستاذ حاتم بن سالم في تسمية هذه الحركات ونسبة إلى الإسلام السياسي والتعامل معها على أساس أنها ممثلة للإسلام السياسي. في الحقيقة نحن بإزاء حركات سياسية تقوم على قراءة خاصة بها للإسلام، ولا خيارات سياسية وثقافية يمكن أن نلمس فوارق بين هذه الخيارات ومفهوم الإسلام للسياسة. هاي نقطة. النقطة الثانية، مقاربة هذه الحركات تتخارج بالمفهوم المغاربي لكلمة تخارج مع المقاصد السياسية المعروفة في الإسلام، ويمكن القول بأنها أقرب ما تكون لحركات تستثمر في الإسلام وليس تستثمر لأجل الإسلام. يعني هاي أسئلة مطروحة بخصوص هذه الحركات. على أي حال احنا يعني بإزاء آخر النماذج لاستخدام أو لاختطاف الدين من طرف حركات سياسية. عندنا في العصور الوسطى الصليبيين اختطفوا المسيحية في سياق مشروع سياسي استعماري، والحركة الصهيونية اختطفت اليهودية في سياق أيضا مشروع استعماري، وعندنا داعش وجماعات أخرى قامت باختطاف الإسلام. وفي محصل بغض النظر عن المنجزات والمخرجات التي ترتبت عنها عمليات الاختطاف هاي، سنجد أنفسنا بإزاء تجربة في إنتاج الخراب عندما يجري استثمار الدين، أي دين، في غير مقاصده السامية والعالية. هاي نقطة. النقطة الثانية، نحن إزاء حركات اشتغلت كثيرا على مفهوم التمكين، والتمكين هو يفترض أن يكون لإعلاء كلمة الله في الأرض، ولكن في الممارسة الفعلية الحقيقية نرى التمكين يشتغل لاعتلاء هذه الحركات سدة الحكم والهيمنة والسيطرة. عندما توفرت لها مثل هذه الفرص، وهي موضوع يعني مثير جدا للتساؤلات، فشلت في إدارة اللحظة وفشلت في إنتاج نموذج جاذب ومقنع يعكس روحية الإسلام وسماحته وسموه. الملاحظة الأخيرة أو الفكرة الأخيرة، نحن بإزاء حركات سياسية تستند إلى الإسلام تتواجد في مجتمعات متوترة ومأزومة ولديها تراكم في التوترات والأزمات. المجتمعات تحتاج إلى فاعلين سياسيين يقدمون لها حلولا ويرسمون لها تاريخا آخر. ما نلاحظه أن الحركات السياسية الإسلامية تضيف توترا وتأزما إضافية لمجتمعات موتورة أساسا، وهذا الأمر يتطلب للخروج من هذا المأزق سواء للحركات السياسية الإسلامية أو لغيرها، يتطلب إحداث تغيير في طريقة التفكير والوعي والإدراك والتعاطي والتعامل مع الواقع. السؤال هنا، هل هذه الحركات وغيرها مؤهل لفعل ذلك؟ وهل هو مستعد لذلك ولديه الإرادة لفعل ذلك؟ الجواب المبدئي من خلال عملية التشخيص يقول لا.
الحركات الإسلام السياسي تحدثت كثيرا عن الجهاد وعن ممارسة الجهاد في كل المستويات، ولكنها أسقطت واحدة من أعظم ممارسات الجهاد، هي جهاد الناقد لتعديل الرؤية واستدخال القيم الملائمة المستمدة من الدين وتغيير الممارسات. الحركات التي لا تستطيع إنتاج حلول في مجتمعاتها ليس بمقدورة أن تساهم في إنتاج تفاهمات وحلول في المجتمعات الأخرى. وهنا إن أمن واستقرار، الأمن الوجودي والاستقرار العميق سواء لمجتمعات حوض البحر الأبيض المتوسط على أهمية ذلك للعالم، أو أمن واستقرار أي مجتمع، يتطلب إعادة قراءة آليات التفكير وطرق المقاربة والممارسات السياسية بما يؤدي إلى حياة مستقيمة. وشكرا. جزاكم الله كل خير الأستاذ فرحات لهذه الرؤية القيمة ومداخلتكم. اسمح لي بس بدقيقة. نعم. أستاذ بس بدقيقة أغتنم الفرصة، وأنا بمسي على كل الحاضرين، بس بدي أغتنم الفرصة أمسي على نحو خاص الأستاذ حاتم بن سالم اللي أتيحت لي فرصة أن ألتقي به قبل 30 عاما في ضاحية تونس الشمالية، والذي نحترم تجربته السياسية في كل المراحل. جزاكم الله كل خير أستاذ. Alors, je traduis très rapidement en somme et désolé de résumer, si vous voulez, mes chers, les propos du professeur Mohamed Farhat, professeur de l'Université de Jérusalem, sociologue. Alors, il a rappelé en 3 points, si vous voulez, les erreurs stratégiques des mouvements ou des forces sous couvert d'un islamisme ou d'un islam politique. Une erreur, tout d'abord, une erreur au niveau méthodologique qui pose une problématique par rapport à la représentation de ces forces d'un islam politique, de la politique elle-même ou de l'islam lui-même. Donc, il y a une problématique par rapport à la légitimité de représentation par rapport à l'islam. Un mouvement qui se dit islamiste, revendiquant une idéologie politique sous couvert de l'islam, ne représente pas in fine l'islam aucunement. Alors, une deuxième problématique ou un deuxième point sur lequel avait professeur Farhat insisté, c'est la question des finalités religieuses au sein de l'islam. Question très, très importante, en tout cas, qui est connue dans ce qu'on appelle les études islamiques. Et c'est dans cette question, malheureusement, on voit très, très bien de manière générale dans le monde arabo-musulman, dans le monde musulman, que ces mouvements ont failli aussi à protéger et à faire réaliser ces finalités religieuses qui, somme toute, visent à des finalités d'élévation spirituelle, de purification, de prise en compte du microcosme, du macrocosme, de questions existentielles, au-delà d'imposer un dogme ou d'imposer une idéologie particulière. Et puis finalement, l'incapacité, quand ils ont le pouvoir, et on l'avait vu, professeur Farhat est revenu sur ce point, en tout cas, retraduisait ce même point qui a été évoqué, explicité par professeur Hatem Ben Salem précédemment au début de ce colloque, à savoir que ces mouvements ont généralement faille au moment où ils ont l'autorisation ou pas, en tout cas ils ont le pouvoir à répondre aux véritables questions et aux véritables besoins d'une société donnée. L'exemple de la Tunisie est extrêmement flagrant et l'expertise est indéniable ici de par le professeur Farhat et notamment le professeur Hatem Ben Salem qui est témoin vivant de cette situation, de ce qui s'est passé en Tunisie. Alors, la question aussi, et finit ces propos sur la question de la notion du djihad, ce terme qui est aussi dévoyé en Occident. Le djihad, le véritable djihad, nous dit, n'est pas le djihad, la lutte contre les autres, entre nous et les autres, c'est véritablement une lutte qui doit s'inscrire dans une critique
dans une critique pour pouvoir élaborer un sens commun, une opinion commune pour une harmonie des peuples. Voilà, donc je vous remercie, professeur Farhat. Je donne finalement, alors, cher docteur Doli Sarraf, alors je rappelle que vous êtes sociologue, ethnologue aussi de l'Université du Liban. Nous nous réjouissons de vous voir avec nous. Merci d'avoir attendu si patiemment jusqu'à maintenant. Alors, votre expérience aussi et votre expertise, elle est très, très importante par rapport au sujet traité dans ce colloque aujourd'hui. Vous avez malheureusement, je vous le dis, docteur Sarraf, seulement 5 minutes parce qu'après, il faudrait qu'on passe à la phase de répondre à quelques questions qui vous seront posées. La question de l'islam politique, alors, je ne vais pas me répéter, ni répéter tout ce que les intervenants ont apporté comme éclairage et expertise par rapport à cette question d'actualité sensible et profonde, notamment dans les sociétés européennes. Mais quel est votre regard, vous, en tant que sociologue, qui travaillez aussi sur la question des migrations ? Au regard de ce qu'on se disait précédemment, il y a quelques minutes avec le professeur Emmanuel Dupuis, il y a quelques minutes sur la question de cette zémourisation, cette droitisation sévère contre les musulmans et contre la question des immigrés et potentiellement de leur remigration chez eux, voire vers un projet qui n'est ni humain, ni politiquement applicable et qui ne répond surtout pas au droit international ou aux réalités du substrat du musulman, du substrat du citoyen. Je traduirai bien sûr après. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sada marhaban bikum. Lakum al-kalima. Alors, oui. Alors, alors, ça marche. Vous avez, est-ce que ça marche pour vous? Ah. Réactivez votre son si vous m'écoutez, si vous m'entendez. Ah, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? 2 petites secondes. Pardon pour ce petit problème. Normalement, alors oui, j'arrive pas. Comment faire? Malheureusement, il y a un petit problème technique pour pouvoir prendre la parole en direct. Je vais... Malheureusement, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? On va revenir. L'affichage classique peut-être. Est-ce que vous pouvez essayer maintenant? Non. Ah. Alors, je ne sais pas. 2 petites secondes. Je n'arrive pas malheureusement. Alors là, normalement, 2 petites secondes. Est-ce que vous avez le son? Oui, maintenant. Ah, bah c'est super. Merci. Pardon. نعم مساء الخير شكرا دكتور بومدين. يعني أنا لن أستغرق الكثير من الوقت، ربما سأكتفي ببعض الملاحظات السريعة. طبعا حضرتك طرحت يعني أسئلة عميقة وأسئلة تتطلب ربما محاضرة كاملة. فقط سأكتفي ببعض الأفكار ربما أو الملاحظات التي ذكرها ضيوفنا في هذه الليلة. بداية أبدأ مع دكتور بروفيسور حاتم بن سالم. أنا يعني كنت سعيدة جدا بمداخلة بروف حاتم لأنه قارب الموضوع من زاوية البعد التربوي، يعني ضرورة التركيز على التربية، ولكن الإشكالية التي يجب أن يعني ربما أن نتحدث عنها هو من سيغير التربية، كيف ستتغير المناهج التربوية
في الوقت الذي يعني السلطة الحاكمة تستغل الدين لتحكم قبضتها على الشعب. وأعتقد أن هذا الأمر طرحه أيضا دكتور محمد فرحات عندما قال أنه هناك الكثير من الجهات السياسية التي تستغل الدين، وأنا طبعا أتفق معه. إذن الإشكالية هي إشكالية ترتبط بالسلطة، من يمتلك السلطة للقيام بالتغيير، لأنه في العالم العربي، وهو تحدث عن تونس وأنا أعتقد أن الأمر ينسحب على معظم الدول العربية، الإشكالية ترتبط أو المشكلة هي مشكلة بنيوية ترتبط ببنية المجتمعات العربية التي لم تتبنى حتى اليوم خيار الحداثة، وبالتالي كيف يمكن الحديث عن التربية دون تبني هذا الخيار؟ الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي لبروفيسور ماجد. طبعا يعني أنا أعجبت بطرح بروف ماجد، ولكن أعتقد أنه طوباوي إلى حد ما، يعني بمعنى أنه نظري، الواقع بعيد إلى حد كبير عما طرحه، لسبب بسيط، لأننا لا نملك الوعي الكافي، يعني لا يوجد وعي لتطبيق ما طرحه بروفيسور ماجد. وبالحديث عن الوعي أعتقد أن هناك يعني اقتراح أو ربما مقاربة هامة طرحها بروفيسور بابتيست عندما تحدث عن روحية الدين. وأعتقد أن هذه المشكلة الكبيرة التي نعاني منها، أن الجميع ربما يعني يتبنى الدين أو يؤمن بالدين أو يتعامل مع الدين كأقوال، ونحن نحتاج إلى الأفعال، يعني الموائمة بين الأقوال والأفعال. هذه هي روحية الدين الحقيقية التي نفتقدها في معظم الدول، وطبعا لا تخص فقط الدين الإسلامي بل جميع الأديان. سأنتقل ربما الأهم، المقاربة الأهم بالنسبة لي كانت التي طرحها بروفيسور إيمانويل. لماذا؟ لأنه أعتقد أنه تحدث بشكل واقعي وبمقاربة أو جزء من مقاربته كانت ديموغرافية. وأنا يعني عندما قرأت عنوان هذه الندوة اليوم توقعت أننا سنتحدث تحديداً عن المستقبل، يعني مستقبل الإسلام السياسي في أوروبا، وهذا الموضوع يستحق ندوة وأكثر. لماذا؟ لأنه يرتبط بالعامل الديموغرافي، يرتبط بالعامل الجيوبوليتيك أو الجيوسياسي، ويرتبط أيضاً بما تفضلت به دكتور بومدين من طرحك حول المهاجرين والصورة الموجودة في المجتمعات الغربية والأوروبية نحو هؤلاء المهاجرين ومستقبل السياسة في السنوات المقبلة. إذن وهذا الأمر طبعاً يعني يجب على المنظمين أعتقد تنظيم ندوات يعني تتحدث عن موضوع استشراف الإسلام السياسي في مستقبل الأوروبا. وأيضا نحن نحتاج أيضا إلى العديد من الدراسات الاجتماعية في داخل المجتمعات الأوروبية لنفهم أكثر صورة المسلمين من وجهة نظر جميع الأطراف، لأن هذا الأمر أيضا سيرتبط حكما وقطعا بمستقبل الإسلام السياسي في أوروبا. وشكرا لك. شكرا لكم الأستاذة دكتورة Noli Sarraf. Merci infiniment. Alors, je résume très rapidement et peut-être on passe à 10 minutes pour les questions. On a dépassé largement le temps qui était imparti pour ce colloque, mais on va rester encore 10 petites minutes. Alors, comme résumé de l'intervention de Dr Noli Sarraf, Dr Noli Sarraf partage avec nous une vision et revient sur les aspects ou les axiomes les plus importants d'ailleurs dans toutes les interventions qui ont été faites aujourd'hui. Concernant comme premier point avec professeur Hatem Ben Salem et cette nécessité de revisiter, refonder par l'éducation et par l'éducation, faire face à cette problématique de l'islam politique, voire d'un islam violent et déviant par la politique, et pose la question que cela est dépendant notamment de la typologie de l'autorité
de quelle autorité il faudrait, de quelle autorité, quelle est l'autorité la plus apte à effectuer ces changements, alors que l'ordre des choses actuellement est entre les mains des politiques et que ces politiques, rappelle notre sociologue, ont échoué jusqu'alors et de manière générale à donner des perspectives et des solutions au peuple. Donc c'est un point fondamental. Et puis, elle revient sur la notion aussi, un axiome qui a été évoqué chez le professeur Majid Oulpour, qui sur la notion ou l'absence d'une conscience collective qui poserait problème à une véritable spiritualisation ou à une véritable démarche spirituelle dans le monde et notamment chez les musulmans, alors que les pratiques sont plurielles, alors que les problématiques d'ailleurs au sein et entre les minorités religieuses sont nombreuses et souvent on constate qu'il y a une inconscience collective et que le spirituel reste peut-être, je complète un petit peu le propos, docteur Dolly Sarraf, c'est une question beaucoup plus personnelle que collective, et on en est loin à une certaine réalisation de tels constats, de tels projets. Alors pour docteur Baptiste Brodard, il est très intéressant, souligne Dr Sarraf, que la spiritualité de la religion, de cette démarche de spiritualité de la religion doit se transposer, doit se manifester dans les actions quotidiennes, dans les actions communes et collectives, et que c'est un point qui pourrait être comme tremplin aussi, un point de réflexion pour pouvoir endiguer, voire stopper et lutter contre ces formes de violence politique par le biais de la religion. Et puis, bien sûr, en rapport avec l'intervention du professeur Emmanuel Dupuy, notre sociologue rappelle que l'apport de la statistique démographique et de l'avenir d'ailleurs des citoyens musulmans en Europe, il est fondamental pour pouvoir avoir une réflexion réelle sur le présent et sur le futur de l'islam politique lui-même, alors que le titre de ce colloque portait comme thématique l'islam politique met-il en péril l'avenir des musulmans d'Europe, et que cela doit prendre en considération deux éléments fondamentaux, à savoir l'apport démographique, fondamentalement très important pour pouvoir prévisualiser ou se projeter dans le futur, et le deuxième élément, c'est la question de l'immigration et subséquemment la question de l'image de l'immigré de part et d'autre et des implications et des impacts déjà évoqués par le professeur Emmanuel Dupuy et professeur Dolly Sarraf de cette question de l'incompréhension aussi, hein, une incompréhension, la méconnaissance de l'autre, etc., etc. Donc ces deux fondements, nous rappelle le sociologue Dolly Sarraf, qui sont fondamentaux pour pouvoir se projeter vers une lecture géostratégique globale, européenne, méditerranéenne pour l'avenir de l'islam en général, mais de l'islam pour les musulmans et pour pouvoir éviter des islams ou un islam politique violent dans le futur. Alors, mes chers, on arrive à la fin de ce colloque. Peut-être je donnerai la possibilité à nos participants, si vous avez une question. Alors, je prendrai seulement malheureusement 2 questions pour nos professeurs et experts. Alors, qui souhaitent prendre la parole pour poser une question? Alors, j'ai vu des mains se lever tout à l'heure. Alors, je regarde. Sinon, alors, monsieur Nabilika. Monsieur Nabil, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour à vous. Bonjour. Je ne suis qu'un auditeur, mais toutes ces interventions m'ont été vraiment très intéressantes et m'ont inspiré, enfin, en tout cas, m'ont poussé à vous poser une question. C'est que
effectivement, il apparaît qu'il y a des échecs politiques, qu'il y a une incompréhension, mais j'aurais plutôt tendance à dire que en fait, ce n'est pas un échec politique, ce serait plutôt une victoire politique, parce que lorsque nous sommes dans une crise, et l'histoire nous l'a bien montré, eh bien, faire diversion, amener son attention vers une chose. Alors un jour, ça peut être effectivement, c'est souvent le musulman ces temps-ci, mais ça pourrait être autre chose. Quand il y a eu le Covid, il y a eu des diversions sur différentes choses, et souvent le pouvoir en place ou les médias ou on va dire une agglomération de contextes ont fait que, eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je pense plutôt que c'est plus, enfin, en tout cas, il y a une partie de facilité dans cette chose-là, parce que quand on parle de zémorisation, eh bien, il n'y a pas d'anti-zémorisation en face, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté manifeste des médias ou de la politique ou on va dire de la médiatisation de chercher des gens qui pourraient peut-être contredire, contrebalancer. Et dans ces périodes de punchline et de petites phrases où on ne peut pas finalement saisir toute la subtilité d'un sujet, eh bien c'est facile. Et donc, voilà, ça c'était mon premier commentaire, et ma question c'était plutôt est-ce que ce ne serait pas plutôt une volonté indirecte, parce que quand on parle d'incompréhension, eh bien en fait je pense que les gens pensent connaître maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'informations, et ce faisant ils se trompent sur leurs congénères. Et ce qui fait que finalement, quand on ne dit que des demi-vérités, finalement, on ne fait que mentir, parce qu'on ne dit pas toute la vérité. Et aujourd'hui, voilà, la réduction du temps de parole, on ne permet pas de rentrer dans les détails, et puis aussi, on ne met pas d'opposition à des idées qui sont clairement clivées, justement. Donc, il y a peut-être aussi une volonté derrière. J'accuse personne, mais finalement, ça arrange pas mal d'intérêts que cette situation perdure, afin peut-être de ne pas voir d'autres choses. La question peut-être écologique ou d'autres questions sociétales ou économiques. Voilà. Très bien, cher Nabil, merci beaucoup pour votre question. Peut-être, professeur Hatem Ben Salem, et puis professeur Emmanuel Dupuy, Hatem Ben Salem, peut-être vous avez des réactions par rapport à beaucoup de choses qui ont été dites. Oui, mais je crois qu'on n'a pas assez de temps maintenant pour répondre à tout le monde. Mais juste pour cette dernière question, moi j'ai une position assez claire concernant ce qui se passe en France aujourd'hui. Moi, je pense que c'est encore une fois, bon, je suis loin d'être complotiste, mais encore une fois, c'est un coup des médias. Les médias, sachant très très bien que l'on allait en France vers une confrontation encore une fois fade et sans, je dirais, sans sensation d'un duel Macron-Le Pen. Et on a créé Zemmour. Moi, je n'ai jamais vu, je suis depuis des années et des années les médias français, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir autant le droit de parole comme l'a eu Zemmour ces derniers mois. Jamais je n'ai vu cela. Et donc, moi, je pense que peut-être pour faire un peu le buzz, pour saler un peu disons le plat bouillonnant de la politique française, peut-être que les médias ont cru bon de casser un peu cette confrontation sempiternelle entre Macron et Le Pen en créant le Zemmour. Mais ce qu'exprime Zemmour aujourd'hui, particulièrement contre les musulmans, c'est un sentiment qui existe en France. Moi, je ne pense pas qu'il soit aussi important que le pense Zemmour ou que le donnent les sondages qui sont en faveur de Zemmour aujourd'hui. Mais c'est un sentiment qui existe. Il a ses raisons, il a ses justifications. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les musulmans de France ont fait, eux, pour que ce sentiment-là n'existe pas? Voilà aussi un grand point d'interrogation. Ralb Belchir le disait tout à l'heure, cette incompétence, cette corruption du leadership musulman.
on a beaucoup d'autocritique à se faire à propos de cela, mais je pense que les choses vont aller de cette façon-là. On est en train de mettre de côté des problématiques essentielles pour l'avenir de la France, des transformations profondes, des réformes profondes en matière d'énergie, en matière d'institutions politiques, en matière d'éducation aussi. On les met de côté et aujourd'hui, on focalise sur le musulman parce que Zemmour fait de l'audience. C'est dommage et ça nous fait mal au cœur, mais c'est dommage, mais c'est comme ça. Et ça passera encore une fois, comme Le Pen est passé il y a quelques années. Voilà. Merci infiniment, professeur Hatem Ben Salem, pour votre éclairage qui est d'une sagesse et d'une expertise profonde de ces questions et de ces phénomènes depuis plus de 30 ans. Alors peut-être nos intervenants peuvent réagir, professeur Dufour ou Emmanuel Dupuis, oui. Alors tout de suite. Alors, j'ai encore la même problématique du son. Attendez 2 petites secondes. Désolé. Alors, à nouveau, vous n'arrivez pas à ouvrir le son. D'accord. Attendez 2 petites secondes. Je crois. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Non, voilà. Très rapidement, je vais essayer de répondre vraiment en quelques minutes, parce qu'après, j'ai une autre émission juste après, à madame par rapport à la démographie, et puis en complément de ce qu'a dit Hatem Ben Salem. Oui, la démographie, c'est important. D'ailleurs, c'est fondamentalement un piège pour le continent européen. Le continent européen décroît. Tout le monde le sait. La population européenne, au début du siècle, c'était 19% de la masse, la masse des individus sur la planète. À la fin du siècle, ce sera 2%. Donc ça, c'est inexorable, malheureusement, soit politique nataliste, soit politique malthusienne. On a fait le choix de la politique malthusienne, c'est mathématique, arithmétique. Nous sommes en train de déprécier parce que le taux de fertilité en France et en Europe est beaucoup plus faible, 3 à 4 fois, que sur l'autre rive de la Méditerranée. C'est une chance, je crois, moi, au contraire, que le phénomène des vases communicants est particulièrement prégnant. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez un continent qui se déprécie, qui s'atrophie en termes de population, et un autre qui augmente, qu'il y a un risque, au contraire. Parce que moi, je crois à la mobilité. Je crois à la mobilité verticale autant qu'horizontale. Ce n'est pas un phénomène d'attrition de penser que c'est peut-être le temps du Sud maintenant, si j'ose m'exprimer ainsi, et que les prochaines décennies montrent que l'émergence est au Sud et que nous avons vécu notre âge d'or et qu'après tout, c'est cyclique et c'est d'une certaine façon un juste retour de balancier, si je puis m'exprimer ainsi. Deuxièmement, concernant le phénomène Zemmour, on aurait tort d'oublier un élément important concernant Zemmour, c'est que finalement, l'élection présidentielle qu'on a sacralisée en France n'est pas forcément la plus importante. Depuis un certain nombre d'années, on n'a fait que détricoter une constitution qui, in fine, fait encore du président, article 15, article 16, le président chef des armées, l'article 16, les droits exceptionnels qu'il a d'ailleurs pas forcément utilisé, mais qu'il a à sa disposition et qu'il pourrait réutiliser en cas de nouveaux coups de froid par rapport à la pandémie, fait que, in fine, il y a une constitution et un président, mais il y a de plus en plus de contre-pouvoirs. La loi NOTRe, qui fait de la République une et indivisible, une République décentralisée, avec des régions, il y en a désormais 13, avec des pouvoirs de plus en plus déconcentrés, de plus en plus désacralisés dans cette verticalité non plus ascendante mais descendante. Et je crois que finalement Zemmour n'est que le pur produit d'une hypertrophie politique, dans le sens qu'on focalise beaucoup sur l'élection présidentielle. C'est vrai qu'il est tout à fait possible que Éric Zemmour soit au deuxième tour contre le président de la République. Mais j'ose dire, mais peu importe, puisque de toute façon, le système politique fait que le président Macron sera réélu. Ce qui est important, c'est est-ce que Éric Zemmour pourra mettre en place les idées qui, pour l'instant, ne sont pas traduites en programme à travers l'élection législative qui suivra, et donc qui constituera le gouvernement. Ça, c'est beaucoup plus important. Et je serais beaucoup plus mesuré de ce point de vue, parce que pour l'instant, on a eu une sorte de verbalisation de l'expression politique d'Éric Zemmour,
Je n'ai toujours pas vu de programme, je n'ai toujours pas vu un chiffrage de ce programme, je n'ai toujours pas vu avec qui il pourrait gouverner, ce qui me fait dire que c'est un phénomène que l'on trouve cycliquement dans l'espace politique français. C'est bien, ça amuse la galerie, ça permet aux médias d'exister, mais in fine, quand il s'agit de rentrer dans le dur, je donne mon expérience, j'ai fait une campagne présidentielle en 2002 qui ressemblait bigrement à cela avec Jean-Pierre Chevènement. On est parti tout feu, tout flamme, avec des idées, mais un programme, là pour le coup, trop complexe pour comprendre, et le vote de Jean-Pierre Chevènement s'est atrophié, a été minoré par 3. Donc, je ne serais pas très inquiet pour Forêt-Zemmour. Par contre, cela témoigne aussi, et j'en témoignerai par là, d'une fâcheuse tendance que nous avons en Europe à, d'une certaine façon, par mimétisme, par esprit de mimétisme, par esprit de facilité intellectuelle, à singer le système américain. Ce qui faisait la force et la grandeur des systèmes politiques occidentaux, européens, continentaux, la complexité. Le fait que faire de la politique, ce n'est pas ramener à des choses simples, des choses qui sont complexes. Je crois que malheureusement, cette américanisation de la société, très polarisée, le bon, le mauvais, le simple, le complexe, est malheureusement quelque chose qui gagne toutes nos sociétés, que l'on soit en Europe ou sur le continent africain. Ça, il faut le dénoncer, ça, il faut s'y opposer. Et je crois que nous qui sommes des intellectuels, des académiques, nous devons rappeler que la politique, c'est complexe, que la politique, ça s'inscrit dans le temps long. Ce n'est pas des idées que l'on balance dans une émission de télévision qui, in fine, ne dure que 2 heures. Administrer des territoires, être digne du mandat, et je parle sous le contrôle de Hatem Ben Salem, qui a été parlementaire, qui a été plusieurs fois ministre, c'est un métier qui ne s'invente pas, c'est un métier digne, c'est un métier qui nécessite des profondes qualités que certains battleurs de foule sur les médias, je me mets dans ceci parce que j'y vais souvent, ne sont pas tout à fait en capacité. Donc redonnons à la politique toute sa noblesse, et je crois que c'est comme ça qu'on balayera d'un revers de main ceux qui en profitent de cette trop grande facilité intellectuelle qui consiste à dire que celui qui crie plus fort ou celui qui crie le dernier a toujours raison. Absolument d'accord avec vous, Emmanuel. Merci infiniment, professeur. Je donne la parole, alors la toute dernière parole avant de céder la parole au président du KIOS, professeur Farhad Afshar, pour conclure ce colloque. Je donne la parole au professeur Majid Golpo, qui souhaitait intervenir très rapidement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument. Écoutez, tout simplement pour dire que j'ai encore une autre approche. Malgré tout, moi, je partage un peu ma vie avec la France et mes collègues à Paris, René Descartes, également Sciences Po. Je dois dire une chose, que le phénomène Zemmour, c'est en même temps une possibilité pour nous en France de revisiter le modèle laïque, à la fois sur le plan national. Dans ce sens, il y a énormément de propositions et moi, je crois que nous allons vers plus de transparence, notamment par rapport à la question d'Islam de France, la gestion des mosquées, la question de financement, tout ce qui est les prises de décision par les ambassades des pays étrangers, etc., des affaires de culte, mais aussi la gestion des cultes. Mais aussi, je crois, il y a l'image de la France à l'étranger, notamment dans les pays musulmans. Et pour revenir sur une proposition pour vous, cher modérateur, que j'ai bien apprécié votre façon de vraiment gérer le temps, mais ces énormes, on peut dire, contenus multiples, des fois contradictoires et pluriels. Moi, j'aimerais vous associer à cette initiative qu'on a aujourd'hui, à Bruxelles comme à Paris, de travailler sur qu'est-ce que l'islam. Que signifie l'islam et comment l'islam peut se détacher, ne serait-ce que sur le plan théorique, avec l'islamisme. Et je ne veux pas dire que nous allons faire le miracle, mais maintenant qu'on a les médias, et ne serait-ce que par votre colloque, nous pouvons passer le message. Je crois que c'est vraiment un bon moment de revenir sur les fondamentaux de nos recherches pluridisciplinaires, et chacun a 2-3 pages, données essentielles de ce qu'on pense. Et moi, je ne crois pas qu'il faut dénigrer ou mettre en question la dynamique de la société française. Je crois qu'il y a de part et d'autre des initiatives et de créativité à la fois
opérationnels et théoriques à prendre, et aussi bien les musulmans de France que le gouvernement laïque, nous devons innover, inventer et mettre en place une espèce de modèle plus fluide qui comprend à la fois toutes ces particularités existentielles du terrain, mais en même temps innover et moderniser en quelque sorte notre laïcité. Merci infiniment, professeur. Je ne peux que me réjouir de cette proposition d'honneur. Quel honneur pour nous et pour tous nos partenaires de toute manière, volontiers. On œuvrera dans ce sens-là, qui apportera, tel que vous l'aviez bien défini et dit, du sens à toutes ces questions qui s'effritent depuis très très longtemps concernant la question de la religion, l'islam, les musulmans, la citoyenneté, la démocratie aussi, ainsi de suite. En tout cas, le grand honneur à nous de participer par le biais d'un partenariat avec vous pour pouvoir mettre sur la table toutes ces questions que nous menons par le biais du KIOS, la coordination des organisations islamiques suisses notamment, depuis plusieurs années. On vous remercie vraiment infiniment et je remercie tous les participants, tous les intervenants, nos experts, nos honorables experts, professeur Goulbourg, professeur Brodard, professeur Doli Sabra, professeur Mohamed Farhad, professeur Emmanuel Dupuis et professeur Al Benchir qui nous a quittés tout à l'heure, professeur Mahamari qui n'a pas eu qui nous a quittés aussi tout à l'heure. Elle n'a pas eu l'opportunité de parler et notamment, bien sûr, le grand professeur Hatem Ben Salem, qu'on salue chaleureusement et infiniment. Je donne la parole au professeur Farhad Afshar, président de la coordination des organisations islamiques suisses, pour le mot de la fin, en vous remerciant infiniment pour votre temps, vos efforts et votre présence qui illumine le monde et les idées pour le monde citoyen, musulman et pluriel. À vous, professeur Farhad, le dernier mot. Chers participants, je vous remercie chaleureusement d'avoir rejeté les jugements simples et rapides et de nous avoir demandé d'analyser ensemble le problème de manière plus substantielle. La KIOS est une invitation à réfléchir honnêtement à notre situation, même si le résultat est une vérité douloureuse. La vérité de notre situation est que les musulmans sont aujourd'hui une communauté religieuse désorientée. En conséquence, nous avons besoin d'une réflexion de la réalité de notre époque qui a changé rapidement. Premièrement, aujourd'hui, la réalité est devenue mondiale. Deuxièmement, aujourd'hui, toutes les nations sont dépendantes les unes des autres. Troisièmement, aujourd'hui, et c'est plus important, une dangereuse réalité miroir est apparue à côté de la réalité traditionnelle. Un monde médiatique et semi-réel a émergé qui a ses propres règles et qui est presque indépendant de la politique des nations. Par conséquent, les modèles d'hier sont inefficaces. J'espère que vous participez à la prochaine conférence Visio de KIOS. À bientôt et au revoir. Merci infiniment, professeur Farhad Afshar. Merci pour vos dévouements. Merci pour tout ce que vous apportez à la communauté suisse, en particulier à la communauté européenne et au-delà, pour vos efforts. Et je remercie à nouveau tous nos spécialistes, nos experts. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente soirée et bon rétablissement à Dr Dahri, qui aujourd'hui manifestement a besoin de repos et bon rétablissement pour la communauté humaine de manière générale et existentielle. Merci infiniment, mes très très chers. À la prochaine conférence ou colloque, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.